Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que nous avons des machines anciennes, d'accord? Et bien souvent, on se retrouve confronté à des pannes. Ce que je trouve dommage, c'est que... il faut que je sois bien comme ça. D'accord, voilà. Donc ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de gens se trouvent fort démunis devant ces machines en panne, et certains tentent des réparations, on va dire, aléatoires, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment les réparer, on ne sait pas par quel bout prendre la réparation. Le principal conseil que j'aurais à vous donner, c'est qu'il faut toujours vérifier les alimentations des machines. Parce que si jamais l'alimentation de la machine n'est pas correcte, n'est pas en bon état, elle n'alimentera pas la carte ou les périphériques correctement, et en fin de compte, vous allez chercher les pannes là où elles ne sont pas. En général, la panne, on va dire, je n'ai pas de pourcentage, mais la panne viendra bien souvent de l'alimentation. Pourquoi de l'alimentation? Parce que c'est la partie de l'ordinateur, en général, qui va le plus chauffer, d'accord, qui va le plus travailler au cours des années. Et dans ces alimentations, on va trouver la principale source de panne, tout ce qui est condensateur. On va dire que condensateur et diode sont les principales causes, parce que ce sont les composants qui vont le plus se chauffer, se dilater, fuiter, etc. etc. D'accord? Donc, très simplement, on peut réparer nos micros en regardant déjà au niveau de l'alimentation si tout va bien. Donc, la première chose qu'il faudra s'offrir, c'est ce genre de choses. Voilà, celui-là, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça vaut... Celui-là, j'ai payé 9 €, et ça suffit. Alors, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Vous pouvez l'allumer, même si vous voulez. On peut avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, plus coûteux, mais je l'ai testé comparé à, pour ceux qui connaissent, à un Flux 87. Ça fait ce que ça doit faire. Ce qu'il va falloir mesurer, ce sont les tensions de sortie. Alors, les tensions de sortie, en général, maintenant, en 2017, sur Internet, on va trouver absolument tous les schémas, toutes les valeurs des composants, toutes les valeurs de sortie, etc., tout ce dont on a besoin. Donc, ceci va vous permettre de les mesurer. D'accord? Je vous mettrai les... Je sais pas, le PowerPoint est un petit peu bancal, mais sur le groupe Apple de France, je vous mettrai tous les liens. Ensuite, un fer à souder. On aura bien souvent besoin d'un fer à souder. On peut avoir un très bon fer à souder pour 30 €. Je crois que j'ai vu celui-là. Sur conrad.fr, on peut avoir un JBC, quelque chose qui va vous permettre de faire de bonnes soudures pour 30 €. Ce n'est pas une grosse dépense, d'accord? Et ça servira à bien d'autres choses dans la maison également. La pointe est importante? Alors, ça dépend de ce que... C'est une très bonne question. Ça dépend de ce que tu soudes et ce que tu dessoudes. Si tu as besoin de changer, par exemple, si tu dessoudes un processeur de type 6502 ou 68000, une panne d'1 millimètre, c'est ce qu'il y aura de mieux. Après, si tu fais du condensateur d'Apple II, 2 mm, 2 mm 5, quand tu vas devoir ressouder au niveau du connecteur d'alimentation, quand le condensateur, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, quand le condensateur est par-dessous, là, juste derrière la prise, il faut un fer qui soude, qui chauffe. D'accord? Et en ayant une panne large, tu vas avoir une dissipation de la chaleur plus importante. Le fer à souder qui était en première vue a des pannes interchangeables? Oui, interchangeables. Après, compte tenu du prix modique, ça peut valoir le coup d'avoir deux fers à souder avec deux pannes différentes, voilà, pour ne pas avoir à changer à chaque fois. Toujours sur le fer à souder, ce qui m'a freiné dans l'utilisation, c'est qu'on disait si ton fer est trop chaud, tu vas tout griller. Et comment on peut savoir quelle est la température de ce... Parce que ça c'est correct. La température, elle est mentionnée. Je crois que c'est un fer qui doit tourner aux alentours de 350 degrés, d'accord, ce qui est bien pour souder, pour dessouder. Après, si tu veux trouver quelque chose,
tu trouves des stations à température réglable. J'en ai pris une à cause de ça. Voilà. Combien tu l'as payé? Qu'est-ce que tu... J'en ai aucune idée, je l'ai acheté il y a 10 ans et je m'en suis Bon, jamais servi. après bon, ça ce sont des généralités. Mais en fait, enfin, ce que je veux dire, tu prends ça, il n'y a pas de risque d'être trop Non, chaud. non. Ok, ok. Ah, si, tu vas être trop chaud si tu restes trop longtemps D'accord. appuyé. Donc c'est pas le fer lui-même qui peut être trop chaud, c'est l'utilisation qu'on en fait. Absolument. Bon, et là, on peut tous échanger des informations, mais tu vas trouver sur YouTube de très bons tutos sur comment souder, comment les souder. Le simple fait, c'est qu'il faut avoir le bon matériel. Ça, un JBC, c'est très bien. En fin de compte, en plus, ce sont de bons fers qui sont à la terre. Il faut surtout éviter les fers très bas de gamme. Je déconseille le fer à 3 € sur AliExpress parce que tu ne sais pas, j'ai ouvert des projecteurs LED qui venaient d'AliExpress. En fin de compte, la prise de terre à l'intérieur, elle n'est pas raccordée. Elle n'est pas raccordée. Il faut vraiment que le fer soit à la terre, que tu sois en sécurité et surtout qui sécurise des fuites de courant sur le circuit. Voilà. Bon, après, si vous avez les moyens d'acheter une petite... Après, des stations de dessoudage, ma chérie m'en a offert une pas très chère parce qu'on était dans un magasin où elles étaient en solde. Tu peux en trouver sur le Bon Coin. Mais dans l'urgence, ceci est un modèle qui convient fort bien. Est-ce que tu es en train de dire que plutôt que d'acheter le fer à souder, vous me trouver une chérie? Aussi. Voilà. Aussi. Ensuite, alors je vais vous parler d'un autre outil juste après, mais si vous voulez investir dans une excellente pompe, voilà, c'est la meilleure, c'est la seule qu'il faut acheter. Surtout que ce qui est très intéressant, c'est que le bout de la pompe à dessouder est un petit bout de téflon, donc qui résiste à la chaleur du fer à souder, mais surtout qui se change très facilement. Donc ça veut dire que si vous l'abîmez ou s'il vient à s'user, le petit bout est... Et alors, je vous ai mis des liens, je vous remettrai des liens là sur le groupe. Il y a des liens sur YouTube. Si tu veux essayer, tu fais ça et tu vois que c'est vraiment extrêmement efficace. Voilà, oui, c'est très très bien. C'est réputé être la meilleure pompe à dessouder qui existe. Alors après, l'arme fatale, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il s'est passé un truc. Je sais pas. C'est bon? Alors, ça, si vous voulez dépenser 100 € de manière extrêmement utile, c'est ça. Ça se trouve sur eBay, d'accord? C'est une station de dessoudage. Alors, ça ne va pas vous permettre de souder des câbles ou des choses comme ça. C'est vraiment fait pour du composant électronique. Mais vous avez un pistolet, une panne. Vous avez la possibilité de... Si vous voulez faire un essai, François m'a laissé une carte mère d'Apple IIfX qui demande qu'à être démontée. Et ensuite, donc, vous avez un élément de chauffe. Et quand vous appuyez, ça fait une succion. D'accord? 100 €, vous faites un travail parfait. Excellent travail. L'intérêt, c'est que vous plantez votre élément de chauffe sur le composant, vous tournez légèrement comme ça, vous aspirez, ça fait un travail nickel. Pour les cas un peu rebelles, il suffit de rajouter un petit peu de soudure, vous remettez l'élément chauffant, vous faites comme ça, et la soudure vient se récupérer dans le réservoir. Voilà. Après, il y a plein de soudure, il suffit de vider. Oui, des filtres. Après, moi je me suis... Bon, ma chérie dirait que je suis un peu excessif des fois, mais je me suis commandé quelques... Oui, parce que je suis un peu maladroit également, donc j'ai commandé quelques
quelques tubes en verre. Et pour répondre à une question que tu as posée précédemment, je me suis commandé là par contre plusieurs buses, petites buses. Ah pardon, il faut que je recule. Pardon. Elle n'était pas livrée avec plusieurs tailles de bus? J'en avais deux, mais j'en ai pris plein. C'est toujours la peur de manquer, et c'est surtout le fait que... Pardon. C'est intéressant que de choisir un bus qui correspond au diamètre du pad du village. Oui, absolument. Parce que si elle est trop large, on ne peut pas noyer la buse dans la soudure qu'on fait fondre et avoir un joint étanche pour tout aspirer d'un coup. Voilà. Donc il y a vraiment une étanchéité au moment où on fait fondre. Donc il faut utiliser la buse de bon diamètre, donc il faut avoir plusieurs buses. Voilà. Bon, mais après, comme elle est relativement récente et elle est puissante, je trouve que c'est assez tolérant sur le fait que petit picot du composant ou gros picot du composant, j'arrive à peu près à tout démonter. J'avais pris des barrettes de RAM que j'avais trouvées dans un Mac Plus là, à base de 41-256. Je me suis mis à dessouder, on passe un tournevis après dessous, le composant saute sans aucune résistance. Enfin, c'est super, franchement. Alors, dernière chose, une OLR, pour prendre une référence, ça vaut 1800 €, ça vaut 100 €, avec quelques accessoires autour, 150, 160 €. Vous avez un super outil, franchement, c'est un super outil. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous êtes amené, on en parlera après, si vous êtes amené à changer des composants, ça vaut le coup d'investir là-dedans parce que si vous devez essayer de dépanner et que vous n'avez pas le bon matériel, il vaut mieux ne toucher à rien, le faire passer à quelqu'un d'autre ou attendre. J'ai vu des choses qui ont été faites il n'y a pas longtemps, j'ai acheté sur eBay un Commodore 64. Le gars avait, alors j'ai réussi à le stabiliser, mais le gars avait tout saccagé dedans parce qu'il n'avait pas les bons outils. Et je pense que c'est amortissable sur quelques machines. C'est-à-dire que vous divisez la valeur sur quelques machines réparées, ça vaut vraiment le coup. Et on trouve sur nos machines bien souvent de la RAM, des condensateurs défectueux, ça va être vite, comptabilisé. Est-ce qu'il y a le risque que les pistes sur la plaque se soulèvent avec Alors ça? ça m'est arrivé une seule fois, Oui. mais ça venait de la mauvaise qualité du circuit. Mais je pense assurément qu'on fait un meilleur boulot avec ça, parce que en gros, pour faire, si tu veux, on va faire des tests après, enfin si vous voulez, tous les gens qui veulent le tester, tu restes 2 secondes et la soudure est aspirée. Je ne sais pas si, alors j'aime beaucoup la pince, la pompe que je vous ai passée aussi, mais voilà. Mais je ne sais pas si je suis aussi rapide avec le fer à souder et la pompe que François tient entre les mains. Voilà. Franchement, j'ai été scotché. C'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs de cet appareil. C'est important d'utiliser le bon diamètre de la buse. Voilà. Je pense que c'est C'est tout pas ça. trop large parce qu'il faut que ce soit complètement étanche, que tout vienne d'un coup. Voilà. Si tu l'as fait correctement, si tu as bien fait fondre, il ne faut pas hésiter à remettre, si jamais c'est encore un peu. De remettre de la soudure. soudure. Tu refais la soudure pour pouvoir de nouveau tout aspirer d'un seul coup. Quand tu commences à avoir un petit trou et qu'il y en a encore qui colle, tu ne peux plus les souder. Refaire la soudure, refaire l'étanchéité, tout aspirer d'un coup. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la buse au bon diamètre. Et quand tu as aspiré d'un coup, à part quand tu as par exemple des composants avec des queues de composants, pas des circuits intégrés, où les queues sont un peu en travers de l'autre côté, tu vois, dans un plan rond, parce que ça découpé un peu, tu sais, incliné. Là, elles peuvent avoir du mal à sentir, mais un circuit intégré, il vient tout seul. C'est chiant en général de dessouder les plans de masse et valide, parce que le cuivre, et donc c'est difficile à chauffer, donc il faut le foutre à la température la plus élevée. Enfin, Oui. Et l'autre raison pour laquelle c'est important d'avoir la buse au bon diamètre, c'est que si j'ai fait une fois la connerie, j'ai compris la connerie. Utiliser un truc un peu trop grand pour pas avoir envie de prendre le temps d'attendre qu'il refroidisse et changer la buse. Pour avoir un contact, comme du coup c'était un peu trop large et que je ne pouvais pas faire l'étanchéité sur tout le tour du village partout, je tournais un petit peu, tu sais, pour l'aider à faire la soudure. Et en fait, c'est assez affûté à l'extrémité. Donc en tournant un petit peu, ma piste qui partait sur le côté du village, parce que c'était de ce côté-là, en fait je l'ai coupé sur le bord du village. Donc après, en ressoudant, j'ai obligé de faire un gros bloc de soudure pour étendre sur le bout de piste qui était coupé à 2 mm du village.
Après, ce que tu peux faire aussi, c'est, une fois que tu en as acheté un, tu peux faire tes tests sur une carte, tu prends une vieille carte. Démonter des vieilles cartes. Voilà, tu te fais quelques démontages de vieilles cartes, c'est ce que j'avais fait au départ, et tu verras ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, tu te feras ta propre expérience. Tant que les circuits intégrés ne tombent pas tout Voilà. seuls, c'est que tu n'as pas encore beaucoup de main. Voilà. Mais donc je disais, sur une barrette mémoire, j'étais étonné moi-même du résultat. Enfin, ça fonctionnait du premier coup. Ensuite, quelque chose de très bien et de très facile à faire, prenez un vieux pot de yaourt, vous piquez à votre compagne un scotch Brite qui sert à récurer les casseroles, d'accord? Et ça permet de nettoyer de manière très très efficace son fer à souder. D'accord? Vous le trempez dedans, je l'ai oublié, ce fabuleux montage, mais vous trempez votre fer à souder dedans et ça fait un nettoyage du fer à souder parfait. C'est même mieux que l'éponge humide. Tu dis tremper nécessite un liquide? Non, non, enfin, tu fais comme ça, voilà. Ouais, Tu fais comme ça. Et la pierre ammoniacale, t'en dis quoi? J'ai jamais- bien longtemps et j'ai jamais testé. Mais moi, personnellement, je ne testerai pas parce que je suis allergique à plein de trucs. Mais ça, c'est très bien. Voilà. Et surtout, ça ne coûte rien parce que... La pierre ammoniacale, c'est pour des soudures avec de l'étain. J'ai pas compris, François. Avec des soudures avec de l'étain. Attends, j'ai pas compris le début. Si tu me dis... Non, la pierre ammoniacale, vous l'avez utilisée avec des soudures sur cuivre, étain, Ouais. pour des basses températures. Je sais pas trop. Ça, écoute, ce qu'il y a de bien, c'est que ça coûte pratiquement zéro. Le pot de yaourt, c'est de la récup, et le scotch Brite, c'est... Parce que tu peux acheter la même chose chez des marchands de composants, mais ça vaut 14 €. Donc, alors que c'est exactement un scotch Brite dans un espèce de petit... Voilà. Alors, ensuite, le truc le plus chouette à avoir absolument, ça vaut rien du tout. Et cela, alors, je ne sais pas comment on fait, il faut que je parle là, absolument. Oui. Voilà, je vais vous proposer de tester. Et il faut mettre les deux pattes des composants, d'accord, entre le 1 et le 2. Alors le 1 et le 2 peuvent être un peu éloignés, c'est-à-dire que tu peux faire ça. T'es 1 et 2 là. Voilà, ici. Voilà, comme ça là. Et tu appuies et tu vas avoir le résultat. Tiens, et tu as deux condensateurs différents. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc ceci, c'est un appareil à avoir absolument, parce que c'est un très bon testeur de composants. Ça va tester les diodes, ça va tester les condensateurs, ça va tester les transistors, d'accord? Alors, le plus important, c'est, même si vous n'avez pas de connaissances en électronique, d'accord, on peut avoir tout un tas de renseignements en demandant à des gens qu'on connaît, et on peut avoir tout un tas de renseignements sur Internet. Je pense que Internet, pour moi, là, c'est magique, parce que c'est une base de connaissances consultable à envie, d'accord? Et la seule chose qui vous manque, c'est l'outil qui va vous permettre de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, le plus important, pourquoi je vous montre cet appareil, Mario, oui. Il va falloir essayer de... Alors, il faut être entre la pin 1 et 2 sur le montage, et tu vas me dire ce que tu vois comme différence entre les deux composants. Oui. Si tu peux me dire ce que tu vois de différence, il y a quelque chose qui te choque, à part la valeur. Et je vais vous raconter une histoire qui est super importante à mes yeux. Et s'il y a des gens qui sont un peu techniciens, je voudrais leur avis aussi là-dessus. C'est la dernière valeur, c'est l'ESR. Oui. D'accord? Je n'arrive pas, je pense que je le... Entre la patte 1 et 2. Tu peux le faire même à une extrémité, à une grande extrémité. Oui. Voilà, J'ai vu. voilà, tu retestes. 1,
et de... Je n'arrive pas. Attends, je viens. Oui. Alors. Peut-être que je... Ah, maintenant. Voilà. Maintenant, ça marchait, oui. Donc, Et là, ça, tu vois... 5 ohms, oui, et Voilà. ça avait 0,39. Voilà, alors, je vous raconte juste une histoire. Si jamais vous réparez des alimentations, Amiga, Apple II, je ne sais pas vous avez réparé des alimentations déjà ou pas? Non? Oui? Oui? Bonjour Pierre. Oui, à ma droite. Bonjour Pierre. Ça va Pierre? Ouais. Salut. Oui. Alors, c'est l'information la plus importante et quelque chose dont il va falloir tenir compte. Vous avez deux catégories de condensateurs. Ceux ayant un ESR, on va dire normal, et ceux ayant un ESR bas. C'est une résistance ohmique. C'est-à-dire que votre condensateur va avoir une valeur en microfarad, picofarad, nanofarad, etc. Mais ce condensateur, dans un montage, il va avoir une résistance aussi. Une résistance limite le passage du courant. Seulement, quand il y a une résistance, il y a un... Qui l'a dit? Ouais, voilà, très bien. On imagine toujours qu'un condensateur, la résistance, c'est infini. Rien. Oui, absolument. Voilà, mais bêtement, j'imagine ça. Voilà. Eh bien non. Donc, le problème, c'est que ça va dégager de la chaleur. Et ce dont on n'a pas besoin dans une alimentation, c'est un dégagement de chaleur. D'accord? Donc, si vous réparez des alimentations, il faudra faire attention d'acheter des composants avec un faible ESR, ce qu'on appelle un low ESR. Alors, en général, ce sont des composants de marque Panasonic. Panasonic fait ça. Et il faudra regarder aussi, quand vous réparez une alimentation, que le... Attention, Pierre, parce que c'est un peu en pente, hein, quand même. Oui. Ah. Ouais. Et Pierre qui Ouais. roule. Oui, ouais, Pierre qui roule se casse la figure. Voilà, ça sert pas à grand chose. Donc, si vous réparez des alimentations, puisque dans les alimentations, on va avoir deux sources de problèmes, les diodes et les condensateurs, il faudra absolument les changer par des condensateurs de type low ESR. Chose aussi importante, il faut savoir que dans les alimentations à découpage, les composants ont la vie plus dure que dans une alimentation de type classique où on avait un transformateur de type classique, d'accord, un gros transformateur avec après un étage de redressement et de filtration. Là, on a comment on va dire, un hachage du courant qui va mettre les composants à plus rude épreuve. D'accord? C'est compréhensible? Donc il faudra prendre des composants qui tiennent plutôt du 105 degrés et avec un faible ESR. J'espère que vous en rappellerez. Parce que si vous réparez avec des composants, on va dire bas de gamme ou pas adaptés, votre réparation risque de ne pas durer. D'accord? Vous avez vu le petit montage? Tout le monde l'a vu? Enfin, oui? Tu veux des infos de plus ou... Bon, après, merci, ça va prendre du temps. Non, mais vas-y. Si. T'essayes. Bon, la seule chose, c'est que tu essayes entre la pin 1 et la pin 2, où que tu veuilles là, sur le texto, là, en fonction de la taille du composant, et tu vas voir la valeur de l'ESR. Et si jamais tu as un vrac de composants, il faudra vérifier que l'ESR soit en dessous de 1 à 2 ohms. Un low ESR, c'est en dessous. Alors que là, si tu regardes entre les deux composants, il y en a un qui fait plus de 5 ohms. Donc c'est un composant qui, changé dans une alimentation, va chauffer. Par contre, si vous réparez une carte mère, si vous trouvez des composants qui ont fuité sur une carte mère, le SR, vous en fichez éperdument. Ça n'a aucune importance. Bon, après, un petit outil très pratique, 1 € sur eBay, hein, pour retirer des composants électroniques, notamment les circuits intégrés, parce que j'ai vu des gens qui passaient des tournevis, qui faisaient comme ça. Hein. Il faut attraper votre composant, vous tirez bien droit, et ça sort tout seul. À peu près la même chose, alors notamment si vous changez des composants de type PLCC sur une carte mère d'Apple DGS, ce sont les composants carrés. Je l'ai amené ou pas? Non, je l'ai oublié.
vous appuyez, ça sort tout seul. Bon, c'est très rare de changer des PLCC, mais dans le cas où vous souhaiteriez trouver un composant défectueux, vous avez deux cartes mères, vous voulez passer d'une carte mère à l'autre, changer le composant, ça évite de faire des bêtises. Pas de tournevis avec qui fasse le vide. C'est ceux dont les... Comment dire, tu mets ça aux deux points. C'est ça, c'est ça. Et tu appuies sur les côtés. Enfoncé dans un support. Voilà. Et le composant sort verticalement. C'est pareil, c'est pour ça que je vous montrais l'extracteur de circuit intégré, parce que j'ai vu, on met un tournevis dessous, on fait pas du bon boulot. Ensuite, quelque chose qui est fabuleux et qui permet de trouver des pannes de type, il faut en avoir. Vous avez une machine qui devient instable au bout d'un moment. Notamment, au bout d'un moment, vous avez des, je sais pas, la machine plante, vous commencez à froid, elle commence à fonctionner normalement. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Ceci, alors déjà vous pouvez toucher avec votre doigt si vous trouvez des composants chauds, et vous faites un pchit, d'accord? Ça va faire revenir le composant à un état de chaleur ambiante, normale, d'accord? Et ça permet de localiser des pannes avec facilité, notamment sur de la RAM, toutes les 74 LS qu'on a dans nos machines, j'ai pas de référence en tête sur le moment, mais ça permet de localiser des pannes de chauffe, parce qu'on a sur des vieilles machines comme ça, des pannes de chauffe, d'accord? Alors, en parlant de pannes aussi sur des vieilles machines, j'ai récupéré notamment grâce à un vieux monsieur là, qui se débarrassait de toute sa collection, qui m'a donné beaucoup de machines. Il m'avait raconté des tentatives de dépannage qu'il avait fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire où on passe la carte mère sous l'eau. Oui. Oui. Pour enlever la poussière. Alors, C'est le disque qui est en fait de sécher. C'est comme ça qu'on les lave dans la sortie de production. Là, c'est l'autre du robinet, enfin. Alors, pour moi, bon, après, il y a de grands débats, etc. Un pinceau, vous prenez un pinceau, vous coupez les poils du pinceau pour avoir quelque chose d'assez dur, d'accord? Si vous n'avez pas de système soufflant, ça fonctionne très bien. Mais pour moi, l'eau, c'est une hérésie sur une carte mère. On ne met pas d'eau. Pour moi, c'est totalement incompatible avec l'électronique. Après, il y a peut-être dans certaines usines où ils font de la cendre, mais je pense qu'il y a des additifs et que c'est... De l'eau déminéralisée. Bon, je n'ai pas d'eau déminéralisée à ma disposition. Il y a quelque chose que vous pouvez acheter qui coûte très peu cher, une centaine d'euros aussi, c'est un compresseur d'air. L'air, c'est très très efficace pour nettoyer. Alors, il faut faire attention, c'est toujours pareil à ce qu'on fait, où est-ce qu'on met le compresseur d'air. Si vous nettoyez avec un compresseur d'air, des alimentations, n'oubliez pas de mettre un tournevis dans les ventilateurs, parce que... Eh ben oui, et pourquoi? Et pourquoi? Ça fait l'induction, ça. Exactement, et ça remonte à la carte mère, et la carte mère peut être mise en panne par le ventilateur qui a tourné et qui a fait dynamo. Donc le compresseur d'air, c'est très bien. J'ai entendu aussi, tu sors le composant et tu le limes, ou tu le passes au papier de verre pour enlever l'oxydation. D'accord? Dans KF fait une bombe de spécial contact, vous prenez un vieux t-shirt et vous essuyez après les pattes de composants. Ne serait-ce que aussi le fait de sortir le composant, le remettre, le sortir, le remettre, vous faites très attention, ça va éliminer cette oxydation. Mais surtout pas de papier. Ce que je voulais juste expliquer en quelques minutes dans cette petite présentation, c'est essayer de réfléchir à ce que vous faites, parce que j'ai vu trop de gens faire des choses, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ont entendu qu'on passait à l'eau, qu'on limait. Non, essayez d'être un petit peu pro. Il y a de bonnes méthodes pour nettoyer, pour
pour raviver tout ça. Et ne faites pas n'importe quoi. Voilà, j'ai vu trop de gens faire n'importe quoi, et en fin de compte, la panne qui était une petite panne facile à réparer devient une catastrophe. Et poser des questions, je citais, je sais plus, on en parlait tout à l'heure, là, on a un ami avec Émilie, là, qui essaye de réparer, mais de réparer, pardon, il se dit, ah, mais ça doit venir de là. Il change n'importe quoi, et bien sûr, la réparation à l'arrivée, il a fait ça au flair. La principale source, je le répète, l'alimentation. Une fois que vous avez vérifié avec votre multimètre que ça sort un moins 5 volts, un plus 5 volts, un moins 12, un plus 12, que vous avez reconditionné votre alimentation, normalement, vous avez de bonnes bases pour passer à l'étape suivante. Et après, en échangeant, on va dire qu'il y a, je pense qu'il y a peu de grosses pannes et que c'est toujours dépannable à condition de ne pas avoir fait de bêtises en amont. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais expliquer. Si vous avez des questions. Je vais rajouter deux choses. Des condos explosés, comme ça, à changer, qu'elle ne pas brancher, et puis ensuite on branche la ligne, on ne touche à rien. Voilà, super. Toucher à la carte mère, ouais. Si possible, avant de mettre les doigts pour voir quel composant chauffe, en mettant les doigts sur la masse. Donc la coque métallique, les pattes de masse de la carte mère, comme là où il y a les vis. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, faites pas des mesures dans une ligne. Demandez à un électronicien qui sait, ou allez apprendre auprès d'un électronicien qui sait. La silicium, on en a, Philippe en est plein, enfin, mais vous mettez tout ça dans votre coin, mettez pas les doigts dans la ligne. Ne faites pas des mesures sur la ligne sous tension pour trouver qu'est-ce qui déconne. Prenez des cours avant de faire ça. Oui, oui. Posez des questions. Posez des questions. Et quand c'est pas branché, il y a quand même des condos qui stockent de l'énergie de quand elle était allumée quelques minutes avant. Donc au minimum la décharger en la laissant sur les rails de la machine, sur les rails de la ligne, ou attendre quelques heures que les condos se déchargent tout seuls, surtout s'il y a un table humide, si c'est sec ça peut prendre plus longtemps. Et de la même façon, faites pas les embouilles à l'intérieur de votre tube cathodique. Parce que là ça peut prendre des jours à se décharger. Jamais un tube cathodique. Et là il y a suffisamment de tension pour vous tuer. Et juste une dernière question. Tu parlais des tensions de sortie 5 et 12 volts. Il y a une tolérance petite. Moi je dirais 10%. Alors j'arrive pas à stabiliser le 2GS là parce qu'on est à moins 10 volts sur une des tensions et on voit bien que là la carte mère ne démarre pas parce que on est à moins 10 volts au lieu d'être à moins 12 volts. Tu veux dire et la tolérance alors elle est... Moi je dirais Plutôt 5% aussi. Ouais, 5%. Attention, il y a quoi le sert. Le moins 12 volts par exemple dans la pole 2, il sert au contrôleur clavier et après il va sur les slots pour les cartes qu'il voudrait. Bon, il n'a pas de critère essentiel. Le plus 12 il va au RAM et apparemment c'est un bon moyen de tuer les RAM quand il n'est pas bien comme il faut. Et le plus 5 il va partout. Et pour certains composants c'est effectivement 5%. C'est clair si ça dépasse les 5,5 ou si c'est en dessous de 4,5, c'est quand même bon. Et après, si l'autre truc intéressant, tu disais la ligne des 2 œufs, elles sont testables sans charge. Donc on peut sortir le connecteur et vérifier leur tension au multimètre. Ça ne veut pas dire que la tension va baisser un peu quand on la branche à la carte mère. Mais ceci dit, après on peut relever la tension sur la carte mère elle-même avec le connecteur branché, une fois qu'on est sûr que la ligne n'est pas en train de tuer la carte mère, que les tensions sont à peu près bonnes. Tu as dit que la ligne du 2GS, elle est du style qui n'est pas testable à JD. Je ne l'ai pas dit. Non, c'est à peu près. Mais par contre, il y a beaucoup d'alimentation. Alors, c'est très bien ce que tu dis. Il y a beaucoup d'alimentation. Pardon, la prochaine fois, je prendrai un micro comme ça, comme une rockstar. Il y a beaucoup d'alimentation qui, si elles ne sont pas chargées, sur les Macintosh en particulier, si elles ne sont pas chargées, s'il n'y a pas un périphérique qui demande une absorption d'énergie, l'alimentation ne démarre pas. L'alimentation ne démarre pas, mais en général, elle fait clic, 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 clic. On l'entend. Donc, attention, au multimètre, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, ça ne prouve rien, ça ne prouve pas qu'elle ne marche pas. Absolument. Si on a un doute, il faut la tester avec genre une ampoule de bagnole, une ampoule électrique. Voilà, absolument. Dernier petit. Comment on va dire must-have dans ce qu'il faut absolument avoir dans sa caisse à outils. Il y a Leroy Merlin qui a une série de petites pinces qui est absolument géniale. Alors,
ce sont des crapules parce qu'ils l'ont augmenté. Elle était à moins de 15 €. Et je pense qu'il y a eu un certain succès sur ce jeu d'outillage. Voilà, ils les ont passés à 19,90 €. Mais par contre, vous ne vous ferez pas voler parce qu'elles sont très très bien. Et notamment la petite pince coupante, la troisième en partant de la gauche, là, qui est très très bien. Voilà, c'est du très bon matériel, très bon outillage. Et pour finir, je ne l'ai pas mis dans la présentation, il y a ça à voir aussi, qui permet d'observer de très près, je ne sais pas si... ouais, tu vas être étonné de ce que tu vois. Ici, non, mais tu vois rien, mais parce qu'il faut faire un mise au point. Ça permet, voilà. Fabuleuse. Pour des gens qui avancent un peu en âge. Non, c'est pas vrai. C'est très très bien. Et alors, il y a un socle. Il y a un socle là, ici là. Avec le socle, c'est fabuleux. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on règle, et ça permet d'observer éventuellement des composants dont on ne verrait pas facilement la référence, ou des soudures, vérifier si ces soudures sont bien faites. Ah oui, tu peux prendre des photos. Alors, il y a une micro SD, on peut prendre des photos, on peut conserver les photos, et surtout les photos qui sont faites, on peut les passer après sur un ordinateur pour pouvoir diffuser les photos. Oui. Ou faire une recherche picturale sur Google. Je vais le montrer à la caméra. Bien sûr, bien sûr. Pour trouver un composant. Ça vaut 40 €. C'est fabuleux. 40 €. Et si tu te débrouilles bien, moi le jour où je l'ai payé 37 €, un de mes amis a eu un code sur AliExpress, il a payé je crois 31 €, quelque chose comme ça. Ce qui est surtout très bien, c'est le fait que tu peux sauvegarder. Déjà il y a plusieurs facteurs de grossissement, et tu peux sauvegarder sur une carte SD, ce qui te permet de transférer et de documenter certaines choses. Est-ce qu'il y a lieu d'être vexé si après le dernier repas de Chine, elle m'a proposé d'en acheter un? Est-ce que j'ai... Tu vois avec elle, je viens de la comprendre. Tu vois avec elle. Désolé. C'est pour ça que j'en ai acheté un. Aussi, un dernier point, oui. Aussi les conditions professionnelles. Quand on remplace des condos à film, qui sont parfois transparents, qui brûlent, en faisant cette énorme odeur extrêmement désagréable, cela servent à empêcher votre dérive de renvoyer des hautes fréquences sur le secteur. S'ils ne se font pas, ce n'est pas très grave. Si vous les remettez, il y en a qui sont les propylènes, les bleus que tu as, les carrés rectangulaires bleus. Il y a les X et les Y. Oui. Mettez surtout pas un Y à la place d'un X. Parce que les X, si jamais ils mettent eux-mêmes, ils ne sont pas dangereux pour vous et pour le secteur, etc. Les Y potentiellement aussi, parce qu'ils ne vous protégeront pas de 200 dans le temps. Et donc, il ne faut surtout pas les croiser, il ne faut surtout pas se bourrer si jamais on est à court de là, mais il ne faut rien monter du tout. Et il vaut mieux laisser la machine sans sortir la vieille matière toute pourrie, parce que ça sent très mauvais à chaque fois qu'elle rechauffe, parce que vous remettez les lignes en marche, mais ça ne marche pas sans. Vous ne mettez pas le bon modèle de condo, à la rigueur, mettez rien du tout, le temps que vous procurez de bon. Vous évitera là aussi des choses. Et donc, Yannick, quand même, ici est un exemple vivant de quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose et qui a changé les condensateurs sur son Apple 3 et qui repart avec un Apple 3 qui fonctionne. On a juste fait les choses correctement, et je vous encourage aussi à ne pas faire d'aléatoire. S'il y a un 47 microfarad, vous remettez à la place un 47 microfarad. D'accord? Vous ne faites pas... Ah, très important, par contre, je saisis la balle au bon avec ce que je viens de dire. Parce que, non, il n'est pas là, mais Eric Fraxinou, là, avait posté sur le groupe, il avait un problème de condensateur, et il y avait marqué 25 volts, et il y a quelqu'un qui lui a dit, mets un 16 volts à la... Non, c'est pour ça. Exactement. 50 vous pouvez toujours mettre... On peut monter, mais surtout pas descendre. On peut monter et surtout pas descendre, et en fin de compte,
pourquoi il y a du 25 volts, du 63 volts, etc. etc. Ben parce que à cet endroit-là, ben, il va y avoir une tension qui va être dans ce... Comment on va dire, dans cette plage de tension, voilà. Ils existent. Pourquoi on peut remplacer par exemple un 16 volts par un 25 volts? Parce que les tailles sont à peu près identiques. Et après, plus l'isolement en tension va être important, plus le condensateur va être gros. Donc il n'est pas évident qu'il rentrera à cette place-là, d'accord? Mais on ne change jamais par une valeur inférieure. C'est trop dangereux. Alors ça va peut-être marcher quelques minutes, quelques heures, et après, au bout d'un moment, voilà. Ceux d'aujourd'hui sont fabriqués un peu plus compacts que ceux de l'époque. Oui, oui, absolument, absolument. 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 Et ce qui veut dire que dans ce cas-là, ils seront moins sollicités et vous allez, dans le temps, vous allez avoir une durée de vie dans le temps. Voilà. Donc en quelques mots, je voulais juste vous dire que, à condition d'avoir un minimum de matériel, je pense qu'avec 220 €, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour travailler. Les tournevis, tout le monde en a. Voilà. J'ai oublié juste ça, 5 € sur eBay, c'est très bien pour dérouler sa soudure. Le support est très très bien, très important, parce que quand vous l'avez sur la tranche, ça fait toujours des nœuds, alors que là, hop hop hop, ça sort tout seul. Donc ça, c'est le dernier petit gadget ultime à avoir. Et pour 220 €, vous montez un petit atelier de réparation de La bobine de soudure, sur la soudure, nous, fort heureusement, en tant que hobbyiste, on a encore le droit de la soudure au plomb. Oui. Alors, tant qu'on a le droit d'acheter de la soudure à 40% de plomb, et puis c'est pas la respirer, parce que souder avec de la soudure avec seulement 2% de plomb, c'est beaucoup plus difficile parce que ça colle et ça mouille beaucoup. Oui, absolument. Donc, tant qu'on peut acheter de la soudure au plomb, on peut. Voilà. Des questions? Et avoir un bon éclairage. Ah, ça c'est très important. On en a parlé. Voilà, c'est un très bon éclairage. C'est le plus important. Bon, après maintenant, par rapport à il y a quelques années, il y a tellement de solutions avec les ampoules à LED. On peut avoir un super éclairage pour. Et même une frontale peut-être. Oui. Soit une frontale, soit une lampe vraiment au-dessus de l'atelier. Oui. Ceux qui ont la vue comme je suppose que les versions stéréo de ce genre de choses, les binocs, les binoculaires, ça doit être un peu plus onéreux, difficile à trouver. Alors non, moi j'en ai comme ça, numérique, caméra, binoculaire. Parce que le problème, c'est que là, il n'y a pas la stéréo. Alors, c'est dans le hublot, on regarde avec les deux yeux en même temps. Alors moi il m'en manque un, donc déjà ça, voilà. Mais j'en ai une aussi binoculaire avec une source d'éclairage. C'est vrai que c'est très bien pour voir quand on n'a pas de schéma, voir la valeur du composant ou la référence du composant. Quand tu es sur du 1M 4004 que tu sors d'un circuit là, c'est vraiment très très petit. Voilà. Tu peux juste remontrer le petit objet. Tu cherches quel mot-clé pour Eh ben, le mot. On va le chercher ensemble. Oui, je vous promets, je vous mettrai tous les liens sur l'Apple de. C'est quelle marque? Ostool. Ostool. Je l'ai pris sur Banggood, je crois. Je l'ai pris sur Banggood. Très très bien. Très très bien. Surtout qu'on peut vraiment l'orienter un peu dans toutes les positions, donc c'est vraiment.